Dernièrement, tout récemment, au début de la session parlementaire, on avait déposé notre projet de loi qui reprenait une de nos propositions de 2007 à l'effet d'abolir la libération conditionnelle au 6e de la peine pour ce qu'on appelle les criminels à cravate, c'est-à-dire pour les crimes économiques. Ça fait longtemps qu'on le propose. Le gouvernement s'est opposé à ce qu'on l'adopte à toutes les étapes rapidement. Et il a fait traîner un peu les choses. Il l'a repris dernièrement dans ses propositions. Mais il manque toujours la question des paradis fiscaux, auxquels autant les libéraux à l'époque refusaient de s'attaquer, autant les conservateurs refusent aujourd'hui de s'y attaquer. Et c'est important, la question des paradis fiscaux, Monsieur le Président, en matière de lutte au crime économique. Parce que les gens qui commettent des crimes, là, à part quelques illuminés qui ont des problèmes mentaux, là, ils le font pas pour le plaisir, pour le fun de voir souffrir du monde. Ils le font par appât du gain. En tout cas, dans le cas des crimes économiques, là, on s'entend que le monde qui font ça, ils font ça pour s'enrichir. Si ces gens-là peuvent placer de l'argent dans des paradis fiscaux et échapper au contrôle de la justice, ils se font condamner, ils font quelques mois, quelques années de prison, ils ressortent, ils s'en retournent passer le restant de ses jours aux Barbades ou aux Bermudes. C'est pas particulièrement quelque chose qu'on pourrait appeler être tough on crime, ça, Monsieur le Président. C'est même être plutôt complaisant avec les criminels. Et donc, plutôt que de faire des sparages, ce gouvernement devrait s'attaquer de façon sérieuse à la question des paradis fiscaux. Sur le projet de loi C-43 qui est devant nous, globalement, quand on en fait l'économie générale, on est plutôt d'accord avec plusieurs propositions qui sont faites dedans. À tout le moins, on va l'appuyer en deuxième lecture pour qu'il puisse être étudié en comité. On est satisfait qu'il fasse plus de place aux victimes et qu'il cherche à responsabiliser davantage les détenus et surtout diminuer le caractère automatique des libérations conditionnelles. Et ce sont des éléments qui sont déjà présents dans le plan d'action dont je vous ai parlé plus tôt dans mon exposé. Alors, ce projet de loi-là étant dit, on peut quand même être très préoccupé de la stratégie globale du gouvernement en matière de lutte à la criminalité. Prenons le cas des armes à feu. Hier encore, on a débattu de cette possibilité de revenir en arrière, oui, Monsieur le Président, revenir en arrière incroyable, sur la question des armes à feu et de l'enregistrement des armes à feu. Les arguments évoqués par le gouvernement ou les conservateurs sont complètement farfelus. On nous dit il y a des milliards qui ont été dépensés pour mettre en place ce régime des armes à feu-là. Ça coûte trop cher, on va l'abolir. Bien, ils ont été dépensés, Monsieur le Président. C'est comme si on disait, le métro de Laval, ça a coûté plus cher que prévu, fait qu'on va le démolir. Voyons donc, ça n'a aucun sens comme argument. Présentement, les coûts sont sous contrôle. L'enregistrement d'une arme à feu, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes amateur de chasse ou de pêche, Monsieur le Président. Je vois que oui. Alors, je vous dirais que si quelqu'un va à la chasse dans le bois, il va partir avec son auto. Ben, son auto est enregistrée. Peut-être qu'il va emmener avec lui une chaloupe. Sa chaloupe va être enregistrée. Probablement son moteur aussi. Il va avoir besoin d'un permis de chasse. Il va être enregistré là aussi. Et tout ça. Et là, en vertu d'un principe de protection de la vie privée, on n'enregistrait pas un arme à feu. C'est quand même étrange, Monsieur le Président, parce qu'elle voit qu'il y a quand même plus de morts par arme à feu qu'à coup de chaloupe. Hein? Je pense que ça me semble évident que c'est dans une société libre et démocratique, on trouve ça normal que les citoyens enregistrent leurs véhicules moteurs, ben que ce soit aussi normal qu'on enregistre les armes à feu. Et en plus de ça, c'est un registre qui est utile. J'ai eu l'occasion
de rencontrer les chefs de police dans ma circonscription. Oui, on me dit, ben, quand on fait une intervention, par exemple une prise d'otage ou quoi que ce soit, on consulte le registre des armes à feu, savoir s'il y a des armes sur place. En matière de prévention aussi, on veut savoir si on doit arrêter, si quelqu'un, par exemple, a des problèmes de violence conjugale, est-ce qu'on va aller confisquer les armes qui sont chez eux? Toujours est-il qu'il faut bien savoir s'il y a des armes chez eux. Et pour tout ce qui est de la façon de l'information auprès de ces gens-là. Même chose pour les peines minimales, Monsieur le Président. Je pourrais vous en parler longtemps, mais ce gouvernement nous présente toujours comme solution magique les peines minimales. Ça va tout régler. Voyons donc, Monsieur le Président, il n'y a pas aucun criminel qui, avant de commettre un crime, prend son code criminel, commence à le feuilleter et magasine ses infractions, puis se dit « Ah, celle-là, ah non, il y a une peine minimale, ça, je ne ferai pas ça. Celle-là, ah non, c'est trop. Ah, celle-là, c'est pas pire, il n'y a pas de peine minimale, je vais faire ça. » Voyons donc, Monsieur le Président. En fait, la plupart des gens honnêtes ne connaissent même pas les peines, encore moins les criminels. Donc, ça ne se passe pas comme ça. La seule chose qui restreint véritablement les criminels, c'est la peur de se faire prendre. Vaut mieux mettre de l'argent pour capturer les criminels, s'assurer qu'ils sachent que s'ils font un crime, ils vont se faire prendre, plutôt que de leur dire on va vous condamner à des centaines d'années de prison comme on voit aux États-Unis. Ça ne marche tout simplement pas. Alors, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, parce que j'ai fait